Bonjour à tous. On se retrouve donc pour un deuxième épisode consacré à la prise en charge donc des tumeurs du rein, avec donc sur le plateau Madame Jansou, Julie Tina. Bonjour. On va te laisser te présenter. Julie, on a déjà fait un épisode en amont, donc tout le monde connaît Madame Jansou. Elle d'ailleurs ne peut plus sortir dans la rue sans qu'on lui demande des autographes. Par contre, donc Julie, je te laisse te présenter. Julie Tina, moi je suis médecin généticien au CHU de Bordeaux et je m'occupe de la consultation d'oncogénétique. Et Christelle. Oui, donc toujours moi, pour représenter le Cyril Brio et donc vous aider pour naviguer tout au long de ce parcours. Donc aujourd'hui, on arrive à la prise en charge puisqu'on a vu que la dernière fois, on a réussi à poser un diagnostic, à la fois grâce à l'imagerie et également donc aux analyses anatomopathologiques qui ont été réalisées au CHU. Donc aujourd'hui, on en arrive du coup à la stratégie thérapeutique. Et donc je vais laisser la parole à Jean-Christophe qui va nous expliquer du coup comment donc il a décidé de la prise en charge qui va être faite pour Laurence du coup. Donc on va effectivement revenir un petit peu sur les étapes précédentes. On a vu sur le premier épisode, en fait on s'était quitté, vous rentriez dans mon bureau. Donc on avait évoqué toutes les étapes antérieures du diagnostic, comment s'était passé pour vous la découverte de la maladie, l'annonce du fait qu'il y avait une tumeur sur votre rein, les étapes successives avec les différents examens d'imagerie. Et donc on avait vu avec Eva, notre radiologue, qui nous a présenté pourquoi l'échographie, pourquoi le scanner. Vous n'aviez pas eu d'IRM, mais on a vu qu'on pouvait aussi de plus en plus utiliser l'IRM pour essayer de caractériser la tumeur. Et puis, finalement, on était dans le cheminement de votre parcours. Il y avait eu l'étape de la biopsie, donc, dont vous nous avez expliqué comment ça s'était passé pour vous, comment vous l'aviez vécu. Et puis, surtout, l'attente du résultat de la biopsie jusqu'à ce que votre urologue vous donne le résultat. On va peut-être revenir un petit peu sur cette étape-là du rendu de résultat et de ce que ça implique en termes de décision et de stratégie thérapeutique. Donc vous nous disiez que quand vous avez été reçu par votre urologue de nouveau, euh, vous aviez commencé à discuter des différentes modalités de prise en charge. Est-ce que vous pouvez brièvement nous réexpliquer ce que vous en avez retenu en termes d'options qui s'offraient à vous? Alors les deux premières opérations effectivement, qui me proposaient, c'était des opérations qui étaient compliquées, qui auraient été compliquées pour moi après, même après l'opération. Mais le choix est difficile en fait. Et c'était de toute façon ou l'ablation du rein complète, il fallait que je donne ma décision en 48 heures, soit vraiment partir donc sur Bordeaux et venir voir ce que c'était que cette robotisation pour opérer mon rein. Moi, le principal pour moi était de garder au maximum mon rein. Et il m'avait dit que ça pouvait éventuellement, entre 30%, je pouvais garder mon rein, 30% de fonctionnalité. J'avais dit c'est toujours mieux que rien, plutôt que de faire une ablation complète. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers vous pour essayer de voir un petit peu. Et est-ce que, du point de vue du patient, est-ce que vous avez eu la perception en fait de pourquoi on discutait ces deux possibilités, c'est-à-dire soit de garder le rein et donc de n'enlever que la tumeur, donc faire ce qu'on appelle une tumorectomie, soit justement enlever la totalité du rein. Est-ce que, quelle est la perception que vous avez en fait de cette dualité? Mais moi, plus je gardais mon organe en fonctionnel, le mieux c'était pour moi, quoi, en fait. Hein. Donc, après, la question ne s'est pas posée. Donc, Parce que, en fait, bon, pour expliquer un petit peu à tous les gens qui nous regardent, dans votre cas précis, il y avait une particularité, c'est que votre tumeur était pas bien placée sur le rein. Et donc, quand on souhaite faire une chirurgie conservatrice, bien évidemment, en tant que chirurgien, on est obligé d'évaluer la faisabilité, justement, de pouvoir conserver le rein. Et donc, dans votre cas, la tumeur était totalement incluse dans le rein, c'est-à-dire qu'elle dépassait quasiment pas de l'organe.
Et c'est ce qui, pour nous, chirurgiens, nécessite effectivement qu'on se pose la question de savoir si pouvoir faire une tumorectomie, c'est-à-dire enlever la tumeur, déjà la trouver sur le rein, ensuite l'enlever correctement tout en arrivant à conserver l'anatomie de l'organe et faire en sorte qu'il reste justement fonctionnel après la chirurgie, ça fait partie des réflexions qu'on a justement quand on essaye d'orienter la stratégie thérapeutique. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aviez discuté avec votre premier urologue? Avec l'urologue, on a quand même, on le sentait quand même assez inquiet par rapport à justement ce nodule qui était à l'intérieur du rein. Et pour lui, il était très très mal placé. Et il était assez inquiet d'avoir à justement enlever ce nodule, que le nodule. Donc pour lui, dans sa tête, c'était plutôt on va enlever le rein et ça sera définitif. Et puis voilà. Mais pour moi, c'était différent. J'avais vraiment envie d'aller voir autre chose, quoi, de me dire si je pouvais garder le rein, ça aurait été bien, quoi. Et c'est pour ça qu'il vous a orienté vers le CHU, justement pour voir si il y avait... En dernier recours, il nous a parlé justement de cette robotisation et il a dit bon, voilà, moi je ne peux pas vous en dire davantage parce que je ne suis pas du tout de la partie et j'ai déjà vu fonctionner, j'ai déjà été à des colloques, mais il me dit vous en parlez plus en profondeur. Non, je pourrais pas, mais par contre, vous pouvez toujours aller voir Donc en réfléchissant, après, il a pris contact avec vous. C'est lui qui m'a envoyé tous les dossiers, qui vous a envoyé le dossier. Parce que le lendemain, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, écoutez, on a réfléchi. On va aller prendre un autre avis, en fait, sur Bordeaux. Et voir ce que l'on peut nous proposer aussi. Et après, on reviendra vers vous si vraiment on décide de faire l'ablation complète du rein. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est l'importance aussi de travailler en réseau. Et parce que toutes les techniques effectivement chirurgicales, on l'a vu tout à l'heure avec notre anatomopathologiste, il avait bien détaillé les techniques du point de vue anapathe pour faire un diagnostic et il est entré assez dans les détails et bien évidemment toutes les techniques qu'il nous a présentées ne sont pas disponibles non plus dans tous les centres. Et donc c'est l'importance de pouvoir comme ça travailler en réseau avec la possibilité justement pour des situations qui sont complexes, pouvoir référer les patients et échanger sur les dossiers avec les confrères qui sont dans les villes environnantes. Et donc, c'est ce qui nous a amené à nous rencontrer. Voilà. Donc, expliquez-nous un peu, du coup, comment s'est passée cette rencontre. Pour vous, qu'est-ce que ça signifiait aussi de venir au CHU, vous aviez votre rein finalement qui était un peu sur la sellette. Est-ce qu'on allait faire une chirurgie totale, une chirurgie conservatrice? Comment vous voyez la chose, vous? Alors, quand déjà, on a quand même pas mal attendu parce que l'urologue a transféré le dossier peut-être 15 jours. Enfin, ça a un petit peu traîné. Mais j'ai pu avoir un rendez-vous très rapidement. C'est peut-être moi qui ai traîné. Non, absolument. Voilà, après j'ai eu un rendez-vous quand même assez rapide avec vous. Et en fait... j'attendais, je suis allée, en fait, je ne savais pas ce que j'attendais, en fait, quand je suis rentrée dans votre bureau, savoir si vous alliez m'enlever le rein, ce qui allait se passer, ce système de robotisation, je ne connaissais pas du tout, on en avait un petit peu regardé sur Internet, voir un peu ce que c'était, mais bon, autrement, on ne connaissait pas. Et quand on est rentré dans l'accueil en bas du CHU, il y a un grand panneau où ça explique, en fait, la robotisation, tout ce que la robotisation peut faire. Et moi, j'ai été très, très étonnée de voir toutes les opérations qu'on pouvait faire avec ça. Je dis, voilà, on va essayer, on y va. Et c'est surtout quand vous m'avez, la présentation, je trouve que vous avez bien amené la chose tout de suite en me demandant si je savais vraiment ce que j'avais, en fait, où était ma tumeur, comment elle était, ce que vous alliez en faire, voilà. Donc, vous m'avez fait un dessin, un joli dessin. Que vous avez encadré. Que j'ai gardé, que j'ai gardé en copie. Et en fait, dans lequel vous m'expliquez très, très bien la position de ma tumeur, en fait, et ce que vous allez faire, en fait, comment vous allez la retirer, les problèmes que je vais avoir, que je pourrais avoir après, au niveau des fuites urinaires, au niveau, voilà, vous aviez tout expliqué sur ce dessin. Et je suis repartie avec mon dessin en me disant, ça y est, maintenant, je sais. Voilà, je sais ce qu'on va me faire. Et je vais garder mon rein. Donc, parce que vous me l'avez annoncé, à 96% quand même de fonctionnalité.
C'était pas ce que m'avait annoncé l'urologue du départ. Et là, j'ai dit c'est formidable, quoi. Voilà. Donc vous êtes sorti finalement de notre entretien avec une idée précise de ce qu'allait être la chirurgie. Est-ce que vous êtes allé ensuite regarder sur Internet, voir à quoi... Alors là, pas du tout. Je peux Pas vous du tout. dire non. J'ai pas voulu voir la machine. Non, j'ai pas regardé le reste. Je me suis dit, de toute façon, voilà, ça va être une nouvelle technique et voilà, ça va être bien. Voilà, ça va être super bien. Et la famille a regardé? La famille s'est renseignée pour vous derrière? Mon Comment, mari, comment oui. ça s'est passé? Mon mari, c'est sûr, lui, il a regardé. Donc, mais je lui ai dit que moi, je voulais pas. Voilà, je voulais pas voir. Mais bon, mais j'ai regardé après, en fait. Après, j'ai regardé Une un fois peu que c'était voilà, fait. une fois que c'était fait, je me suis dit ah oui, quand même, c'est cette machine qui m'a opérée. Ah oui, oui, c'est Et impressionnant. alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que nous, on a tendance systématiquement à vous dire, on a créé un site exprès avec des vidéos pour vous dire comme ça, vous verrez la salle de bloc, vous verrez le robot chirurgical parce que finalement c'est une machine qui est assez imposante. Et vous préfériez Ne pas voir au pas départ, voir à voilà, quoi ne ça pas voir au départ. correspondait. Et quand je suis rentrée dans la salle d'opération, j'ai pas vu de grosse machine et je me suis pas inquiétée en fait. Alors je sais pas où elle était, la machine. On l'avait caché. Voilà, c'est ça, certainement. Mais j'ai pas vu de grosse machine en fait. Donc voilà, j'ai rien vu avant de m'endormir et je préférais. Et après j'ai regardé en fait, oui, ce que c'était exactement et je me suis dit ah oui, c'est ça qui m'a opéré. C'est une sacrée machine et un sacré robot. Parce qu'en fait, donc dans votre situation, il y avait, quand on prend en charge une tumeur du rein en chirurgie de façon générale, il y a deux paramètres. C'est un, est-ce qu'on peut faire une chirurgie conservatrice? Est-ce qu'on peut garder l'organe? Et on a d'ailleurs, on n'en a pas discuté tout à l'heure avec Eva, notre radiologue, mais il y a d'autres alternatives que la chirurgie pour pouvoir garder un organe, qui sont les traitements ablatifs, qui n'étaient pas une bonne solution dans votre cas, parce que vous êtes jeune et ce ne sont donc pas des traitements qu'on réserve à ces situations-là. Mais ça, c'est la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir garder l'organe? Et la deuxième question qu'on se pose ensuite, c'est comment on va réaliser la chirurgie? Est-ce qu'on va faire une voie traditionnelle, c'est-à-dire une voie ouverte, mais qui présente l'inconvénient pour le patient, bien évidemment, d'être plus délabrante, avec une grande ouverture, une grande cicatrice, et puis donc des douleurs post-opératoires, et on le sait maintenant aussi, des risques de complications post-opératoires plus importants, ou bien est-ce qu'on va être en mesure de faire une chirurgie mini-invasive? Et donc en tant que chirurgien, ce sont les deux objectifs qu'on essaye d'associer, c'est-à-dire à la fois être conservateur, garder l'organe, et au mieux faire une chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire comme ce que vous avez eu donc en utilisant la plateforme de chirurgie robotique. Et donc c'est là que parfois on peut avoir des discussions, des échanges sur les dossiers avec les confrères, parce que le mieux, bien évidemment, c'est d'arriver à associer les deux. Mais il y a des situations où c'est pas possible. Et donc pour chaque dossier, chaque patient se pose la question justement de savoir où on arrive à placer le curseur et jusqu'où on va pousser un petit peu les limites de ce qu'on est en capacité de faire, pour essayer au mieux d'être conservateur et en plus de faire un traitement qui soit mini-invasif. Je disais que je pensais lors quand on vous a vu en fait lors du premier rendez-vous, vous nous avez jamais parlé de l'ablation du rein complète en fait. Vous m'en avez pas parlé. Vous m'avez parlé que de fait de sortir ce nodule. Et je me suis dit bon, peut-être qu'effectivement il va arriver à sortir que le nodule. Il me parle pas de l'ablation du rein au cas où. Et après j'attendais de voir un petit peu ce que vous aviez pu faire. Et quand vous m'avez dit non, j'ai sorti que le nodule, j'étais contente parce qu'en fait, je venais aussi pour ça. Voilà, je venais pour ça. Oui, alors ce qu'il faut effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, alors au CHU de Bordeaux, on a une grosse activité justement de prise en charge des tumeurs du rein et on essaye effectivement de pousser un peu les limites des traitements conservateurs.
Ce qui explique qu'on n'est peut-être pas trop abordé la possibilité d'enlever complètement le rein. Mais j'ai dû quand même vous dire que s'il y avait un problème en cours de chirurgie, peut-être il pourrait arriver qu'on change notre fusil d'épaule. C'est en général ce que je dis pendant l'urologue m'en avait consultation. parlé de toute façon, il m'avait dit de toute façon, quoi qu'il en soit, s'il y a quoi que ce soit, on sera obligé d'enlever le rein, de clamser, voilà, Donc là, finalement, vous êtes sorti avec une idée assez précise de ce qu'on envisageait pour vous. Vous m'aviez rassuré. Et vous Je suis étiez sortie- rassuré. Ah oui, oui. Je suis content de Voilà. l'entendre. Voilà, oui, vraiment, vous m'aviez rassuré. Moi, j'ai aussi une petite question. Donc, on a vu que Mokra nous a présenté donc, le diagnostic ANAPAT. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte, justement, pour envisager le traitement chirurgical, pour faire le lien avec ce qu'on a vu la dernière fois? Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on va prendre en compte quand on discute du dossier en RCP, parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que quand on est face au patient, on lui présente nos idées et comment on envisage la stratégie thérapeutique, mais ensuite on le rediscute en RCP, donc lors d'une réunion où on est avec nos radiologues, avec les oncologues médicaux, avec justement les anatomopathologistes. Et on rediscute le dossier, on le représente, et on présente la stratégie thérapeutique qu'on envisage, et on voit si justement l'ensemble de la salle est d'accord. Et donc en fonction, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction des caractéristiques anatomiques de la lésion, c'est-à-dire comment elle est positionnée sur le rein, sa taille, etc., mais aussi en fonction potentiellement du résultat anatomopathologique. Alors, c'est un peu moins vrai pour des situations comme celle de Madame Jansou, où la lésion, où la maladie en fait est localisée à l'organe, et où l'enjeu est plus sur justement une décision de stratégie chirurgicale, comme on vient de le discuter là. En revanche, ça va l'être beaucoup plus dans des situations de maladies plus avancées, où on va, par exemple chez des patients qui sont métastatiques, en fonction du sous-type histologique, on va plus ou moins aller vers une chirurgie, parce que on sait qu'on a des traitements qui vont être actifs dans certains sous-types histologiques, alors qu'ils ne vont pas l'être, des traitements médicaux, j'entends, alors qu'ils ne vont pas l'être dans d'autres sous-types histologiques, et on va de ce fait avoir tendance à privilégier des attitudes plus chirurgicales, par exemple. Voilà, donc oui, c'est des choses qu'on prend en considération, mais encore une fois, c'est vraiment des réflexions qui sont personnalisées, et certains éléments vont avoir plus d'importance pour certains dossiers que pour d'autres. Et pour rebondir sur la question, du coup, est-ce qu'il y a des critères vraiment clés qui vont orienter vers la chirurgie ou non? Je pensais par exemple à l'âge, puisqu'on sait maintenant qu'avec le vieillissement de la population, on a de plus en plus de personnes plus âgées qui peuvent être éligibles donc, à la chirurgie. Est-ce que ça, c'est un critère qui va être regardé, ou quels sont les autres critères vraiment clés qui, pour vous, vont vous permettre de prendre la décision d'aller vers la chirurgie ou pas, et la chirurgie, on va dire, partielle ou la néphrectomie totale? Parce que là, c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir qu'on est passé de une ablation totale à, au final, une chirurgie conservatrice. Donc c'est quand même pour le patient quelque chose de différent. Bien sûr. Et l'âge, effectivement, est alors une question qui ne se posait pas là pour Madame Jansou, mais est un paramètre qu'on prend en considération en premier lieu, justement, dans nos discussions de RCP. Et je faisais référence tout à l'heure à la possibilité de proposer des traitements ablatifs, donc de radiologie interventionnelle. Et pour la prise en charge d'une tumeur localisée, à un âge différent, la même situation anatomique que Madame Jansou, mais à un âge différent, on aurait pu effectivement se poser d'autres questions et proposer d'autres alternatives, et en particulier donc une ablathermie, une radiofréquence ou une cryoablation, donc en radiologie interventionnelle. On aurait pu aussi, pour un âge peut-être encore plus avancé, sur la foi des résultats de la biopsie, puisque tout à l'heure, donc Mokrane nous a dit que le résultat initial de la biopsie était en faveur d'une lésion qui était de faible agressivité, à faible potentiel évolutif.
Et ben pour un patient qui aurait été bien plus âgé, on aurait pu aussi se poser la question, par exemple, d'une surveillance active, c'est-à-dire ne pas faire de traitement immédiat, de surveiller, de voir si cette lésion avait tendance à évoluer. Voilà. La seule chose, ce qu'on sait aujourd'hui sur les grandes séries de surveillance active, c'est que, in fine, plus d'un patient sur deux finit par avoir un traitement quand même. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir sur les dossiers. Pour les patients âgés, on travaille aussi avec une oncogériatre, avec Sophie Duc, qui voit tous les patients âgés en amont et qui nous apporte aussi son éclairage sur l'évolution de l'état général du patient en dehors de son diagnostic de tumeur. Et ce qui permet d'orienter aussi... éventuelles comorbidités, exactement. etc. Et ce qui permet d'orienter la stratégie thérapeutique. Donc vous nous dites qu'il y a des fois où finalement il n'y a pas de chirurgie. Et j'ai entendu, donc la dernière fois on en a parlé, effectivement que pour vous c'était très important d'avoir ce geste chirurgical. C'était perçu comme Oui, tout à fait. un pas de plus vers la guérison. Et voilà, moi j'avais envie que ce nodule il sorte, quoi. Voilà, il s'en aille. Voilà, il s'en aille, qu'il parte. Et le plus vite possible, surtout. Donc, j'ai pas mis trop de temps entre le temps. J'ai été opérée le 19 novembre et on me l'avait découvert au mois de mai. Donc je pense que le délai, avec tout ce que j'ai fait entre les examens, voir le professeur, voir tout caler, ça va, j'ai été quand même très très vite opérée. C'est compliqué pour vous quand vous annoncez aux patients qu'il y aura juste une surveillance active et pas de chirurgie? Non, c'est pas. Enfin, encore une fois, ça dépend de la présentation du dossier. C'est-à-dire que là, la question ne se posait pas. Voilà, donc là, il fallait l'opérer, il fallait faire un traitement actif. Donc la question d'une surveillance ou d'une autre stratégie ne se posait pas. Mais dans d'autres situations, je pense que tout dépend comment on présente le message. C'est-à-dire l'idée, c'est véritablement de trouver ce qui va être le plus efficace pour le patient et le moins à risque d'effets secondaires. Il ne faut pas qu'on propose un traitement qui soit surdimensionné par rapport au risque qui est représenté par la maladie elle-même. Et donc c'est là tout l'enjeu d'arriver à faire cette évaluation du bénéfice-risque du traitement qu'on propose par rapport à la situation générale du patient. Et à partir du moment où on explique ça, les patients, ils le comprennent très bien. Et bon, pour des patients très âgés, si on propose une surveillance active, c'est parce qu'on pense que c'est une stratégie qui est adaptée. À partir du moment où c'est explicité clairement, il n'y a pas de souci. Si on revient un petit peu à la suite de votre prise en charge, donc vous sortez de mon bureau, on a programmé l'intervention chirurgicale. Vous n'allez pas voir à quoi ça ressemble. Et de mémoire, donc c'est une chirurgie pour vous qu'on avait prévue, qu'on avait organisée en ambulatoire. Comment expliquez-nous comment ça s'est passé. J'ai été opérée en fait par célioscopie, c'est comme ça. Voilà, Oui, vous m'avez cité 6 petits trous. Voilà, donc on dit voilà, de la laparoscopie avec assistance robotique. Voilà. Et donc, et ensuite, l'ambulatoire, ça s'est très très bien passé en fait. L'équipe était très très sympa. Bon, j'ai fait 2 malaises avant de sortir, mais bon voilà, ils savaient pas s'ils allaient me laisser sortir. Mais autrement, c'est vrai que de se dire d'avoir une telle opération, on vous enlève un morceau de rein et le soir vous êtes chez vous en fait pratiquement. Bon, je suis pas rentrée sur la Dordogne, je suis restée sur pas loin de Bordeaux. Mais c'est compliqué dans la tête de se dire qu'avec cette grosse opération, on va rester à la maison, à côté, pas loin, au cas où il y aurait quelque chose. Mais bon. Et après, le lendemain, je suis rentrée. Et est-ce que vous avez l'impression que le fait que ce soit en ambulatoire, ça vous permet de dédramatiser un petit peu le geste chirurgical comment ça a été vécu aussi au sein de la famille, les échanges que vous avez eus avec votre mari? Est-ce que le fait que ça a été en ambulatoire, finalement, a changé votre perception du geste?
Alors effectivement, je pense que mon mari a trouvé l'ambulatoire très compliqué parce que la surveillance de la première nuit est difficile, quoi. On ne sait jamais. Voilà, je pense qu'il n'a pas beaucoup dormi. Moi, oui. C'est que je l'avais pas assez rassuré alors. Voilà. Mais bon, il s'avère que j'ai eu du sang dans les urines quand je suis rentrée et l'angoisse en fait de se dire est-ce que c'est normal, pas normal, voilà. C'est ce fait-là. Autrement, au niveau ambulatoire, c'était vraiment super, mais on se dit quand même que derrière, voilà, on est tout seul. En fait, le soir, bon, ça s'est très très bien passé, mais on est quand même inquiet, quoi, en fait. Et en amont de l'organisation de la chirurgie, donc j'imagine que vous aviez rencontré notre équipe d'infirmières. Vous aviez dû visiter les locaux de l'ambulatoire, vous aviez rencontré les infirmières de l'ambulatoire, vous aviez rencontré aussi notre infirmière de coordination. Comment s'est passé cet échange avec l'équipe? Qu'est-ce que vous en retirez, vous? Qu'est-ce que vous en gardez? Alors moi, j'ai rencontré des équipes et je les en remercie et je vous remercie à vous aussi parce que j'ai rencontré des équipes qui sont vraiment superbes. Et on ne s'aperçoit pas que dans un grand centre comme ça, il puisse y avoir des gens qui sont toujours à l'écoute, qui vous aident, qui répondent à la moindre de vos questions. Et c'est ce qui s'est passé en ambulatoire. J'ai posé quelques questions et vraiment, mais j'ai eu de réponses à toutes mes questions en fait. Donc c'est passé très 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 bien, ça s'est bien déroulé. Justement pour ça, pour vous avec vos assistantes, aussi bien avec vos assistantes qu'avec. Mais le moindre brancardier, la moindre personne était vraiment très très sympa. Mais vraiment vraiment. Et parce que donc dans le cadre de l'ambulatoire effectivement, mais aussi en réhabilitation améliorée après chirurgie, donc on a mis en place des parcours qui sont spécifiques et qui sont coordonnés de façon à ce que le patient ait toujours un point d'accroche. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez effectivement perçu? Oui, Oui. tout à fait. Oui, oui. D'accord. Ah, oui. Donc on arrive au jour J. Mm. Et donc là, vous rentrez dans la salle. Vous n'avez pas vu le robot? Non, j'ai pas vu le robot. Et bien, écoutez, j'ai été bien endormie. Voilà, j'ai été. Non, ça a été vraiment très, 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 très bien. J'ai angoissé un petit peu l'anesthésie parce que j'ai un petit peu à la fin. Je suis un peu malade enfin après, je vous l'avais Ouais. dit, et je n'ai pas eu du tout de sensation, voilà, de nausée, de tout ça après. Ça s'est vraiment très bien passé. Et alors ça, c'est important, effectivement, parce qu'on a beaucoup travaillé avec l'équipe d'anesthésie, justement pour faire évoluer les protocoles, pour permettre aux patients d'avoir une réautonomisation qui soit plus accélérée. Et notamment, donc, on a travaillé sur des protocoles où on diminue de façon considérable les morphiniques. Donc ça fait partie aussi de ces stratégies, je dirais, de nouvelles chirurgies où on associe donc des chirurgies qui sont moins délabrantes, source de moins de douleur pour les patients, avec des protocoles d'anesthésie qui du coup peuvent être aussi adaptés de façon à améliorer la réautonomisation du patient derrière. Au final, vous avez pu rentrer à la maison. Et comment s'est passée la convalescence derrière? Alors la première semaine, c'est la semaine qui est la plus compliquée, voilà. Une semaine en fait, voilà. Bon, bas de contention, voilà, des piqûres tous les jours. Après, j'ai eu de la fièvre le dimanche. J'étais opérée le jeudi et la fièvre est arrivée le dimanche. Donc là, c'est de l'angoisse quand même parce qu'on se dit ça y est, il y a quelque chose, il y a une infection, Et en fait, pas du tout. C'est mon corps qui réagissait tout simplement. Donc j'ai fait appel à votre service justement d'urgence en urologie et ils m'ont pris en charge et ils m'appelaient toutes les heures, toutes les 2 heures pour savoir si la fièvre était montée, pas montée. Voilà, et le mardi, c'était passé. Voilà, la fièvre était passée et les examens, ils m'ont fait faire des examens quand même. On m'a envoyé une ordonnance par mail tout de suite pour que j'aille faire une analyse de sang, pour voir un petit peu les constantes. Et voilà, et j'ai été très très bien suivie. Le mardi, tout s'est arrêté et ça a continué. Et à partir de quand vous diriez que vous avez récupéré une autonomie satisfaisante? On dit en général, vous m'aviez dit 3 semaines, faire attention pendant 3 semaines.
J'ai fait très attention pendant 3 semaines, mais il les fallait quand même. Faut vraiment faire très attention. Mais 3 semaines, je dirais. Voilà, D'accord. vraiment au bout de 3 semaines, un mois maximum, quoi. Voilà. D'accord. Et donc à l'issue de la chirurgie, donc on envoie la pièce opératoire à l'analyse, donc on la renvoie à notre anatomopathologiste, qui du coup refait ce qui a été fait pour les biopsies, mais de façon plus complète et sur l'intégralité du prélèvement. Et à ce moment-là, donc il nous rend un résultat qui était, on l'a discuté sur le premier épisode, finalement un petit peu différent du résultat qu'on avait eu sur la biopsie. Et chez vous, il y avait un contexte particulier qui était cet antécédent familial, puisque vous nous aviez dit qu'un de vos oncles maternels, si je ne me trompe pas, avait lui-même présenté un cancer du rein. Et donc, on a essayé de recouper les résultats qui étaient propres à l'analyse de votre tumeur avec les résultats antérieurs de votre oncle. Et à ce moment-là, vous allez peut-être nous repréciser, mais le fait qu'il y ait eu un antécédent familial chez vous, là, chez cet oncle, à quel moment est-ce qu'on avait discuté d'une enquête oncogénétique, c'est-à-dire de voir s'il n'y avait pas dans votre famille en fait une prédisposition aux tumeurs du rein? On en a parlé quand vous m'avez appelé en fait pour me donner le résultat justement du nodule, enfin voilà comment il était. Et vous m'en avez parlé à ce moment-là. Vous m'avez dit, écoutez, on vous a fait aussi des recherches et effectivement, vous avez la même souche que votre oncle. Donc, ça serait bien de faire justement, voilà, de voir. Et, Voilà. et donc, effectivement, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a pensé à organiser une consultation d'oncogénétique. Voilà, tout à fait. Et on a donc Julie Tina, donc, qui est notre oncogénéticienne, qui va peut-être nous préciser un petit peu à quoi ça correspond et quelles implications ça a pour la suite. Voilà. Nous ne sommes pas encore rencontrés. Voilà. Nous avons un rendez-vous au mois de juillet. Voilà, je vais vous raconter tout ce qu'on va faire quand on va se voir au mois de juillet. D'accord, c'est parfait. Donc du coup, en oncogénétique, on passe donc effectivement du patient à la famille, mais c'est déjà une étape aussi très importante pour le patient. Alors, pour situer un petit peu ce que c'est qu'une prédisposition héréditaire au cancer, il faut savoir que tout cancer est lié à des altérations génétiques, mais qui sont acquises. C'est-à-dire que là sont schématisées les cellules de notre organisme. Et puis, il va falloir plusieurs altérations dans une même cellule pour créer une cellule tumorale. Et ça, c'est vrai pour tous les types de cancers. Et dans le cancer du rein, il y a certaines altérations qui sont bien connues, comme les translocations qui impliquent le gène TF3. Mais c'est pas quelque chose d'héréditaire. Là, c'est quelque chose qui apparaît dans les cellules. Alors, l'oncogénétique, c'est le domaine de la génétique médicale qui s'intéresse aux prédispositions héréditaires au cancer. Et là, on est dans une situation où il y a une première altération génétique qui est dite constitutionnelle. C'est-à-dire que finalement, le premier événement est présent dans toutes les cellules de l'organisme du patient, ne suffit pas à développer un cancer, il va falloir d'autres événements, mais néanmoins, c'est un premier événement qui est présent et puis auquel peut s'associer d'autres altérations acquises. Alors, on comprend avec ce schéma que quand il y a une première altération qui est déjà présente dans l'ensemble de l'organisme, mais du coup, le risque qu'une tumeur se développe est plus élevé. Ça explique aussi le fait qu'il peut y avoir des tumeurs plus précoces que l'âge classique de la survenue des tumeurs, qu'il peut y avoir un risque de tumeurs multiples, une autre tumeur sur le même organe ou une autre tumeur ailleurs, par exemple pour le rein, ça peut être le même rein ou de l'autre côté. Mais ça peut être aussi associé à d'autres risques qui n'ont rien à voir avec le cancer du rein, mais liés aux mêmes facteurs génétiques sous-jacents. Alors, dans le cadre du cancer du rein, on considère aujourd'hui que c'est à peu près 5% des cas de cancer du rein qui sont liés à une prédisposition héréditaire, avec plusieurs prédispositions héréditaires connues. La plus fréquente et la plus connue, c'est ce qu'on appelle la maladie de von Hippel-Lindau, qui est la maladie de VHL, pour simplifier, et qui est liée au gène du même nom, le gène VHL. Alors, il y en a d'autres dont je vous dirai un petit mot, qui sont
liées à d'autres gènes, donc le syndrome de Burtock-Dubé, la leiomyomatose cutanée utérine, le carcinome rénal papillaire héréditaire, et puis certaines prédispositions qui associent cancer du rein et tumeurs endocrines. Alors, sur le schéma à droite, en fait, ça explique le mode de transmission des prédispositions au cancer du rein connus à ce jour. Il y a plusieurs modes de transmission, mais dans les cancers du rein, c'est celui-là, qui est ce qu'on appelle la transmission autosomique dominante. Donc, on a un couple en haut. On voit qu'ils ont chacune 2 copies de leur gène, et en rouge est schématisée une altération chez un des membres du couple. Et du coup, comme on transmet 50% de notre patrimoine génétique à nos enfants, c'est-à-dire qu'on transmet chacun une copie de chaque gène, mais on a un risque de transmission aux enfants de 50%. Et on dit que c'est donc dominant. Et c'est autosomique parce que ce n'est pas lié au sexe. Finalement, cette altération, elle peut être portée par la mère ou le père et transmise autant aux filles qu'aux fils. Donc, quand on identifie une prédisposition héréditaire au cancer du rein de transmission autosomique dominante, il y a un risque de 50% de transmission aux enfants. Et c'est aussi un risque de 50% pour tous les apparentés au premier degré, donc par exemple la fratrie aussi. Alors, donc là, pour remontrer un petit peu schématiquement, parce que tout à l'heure, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, moi, ça m'intéresse pour mes enfants. Alors, vous avez raison, mais il n'y a pas que vos enfants. Et donc, dans cette démarche, il y a vraiment un enjeu à la fois individuel et familial. L'enjeu individuel, il est donc la précocité. Alors, vous êtes rentré par la porte d'entrée tumeur du rein, mais quand il y a un facteur génétique, des fois, on arrive par une autre porte d'entrée, ça peut être dermatologique ou autre. Et donc, du coup, il y a une surveillance qui va être accrue parce qu'il peut y avoir une tumeur précoce. Et donc, on voit sur ce schéma que les tumeurs du rein en bleu sont de survenue plus précoce quand elles ont un facteur héréditaire que les tumeurs du rein non héréditaires en jaune. Ça va impliquer pour le patient une prise en charge qui est adaptée parce que, du coup, on essaye toujours de préserver le parenchyme rénal, mais d'autant plus quand il y a un facteur génétique, puisqu'on sait qu'il y a un risque de développer un jour une autre lésion. Et donc, du coup, on va essayer justement, s'il devait y avoir une autre lésion, de ne pas avoir déjà enlevé trop de parenchyme rénal et garder la fonction. Et puis, parfois, si ça nécessite, là, ce n'est pas votre cas, mais des traitements auprès des oncologues, ça peut orienter aussi vers des traitements ciblés. Ensuite, il y a l'enjeu familial, donc avec ce risque de 50% pour les apparentés au premier degré. Et je vais vous expliquer qu'on peut faire donc, pour eux, une fois qu'on a identifié un facteur génétique, une démarche qui s'appelle un test présymptomatique, c'est-à-dire des gens qui vont bien dans la famille, mais qui sont à risque d'être porteurs, et définir leur statut pour adapter leur surveillance. Alors, rapidement, juste pour vous dire, donc, il y a plusieurs types de prédispositions. La plus fréquente, c'est la maladie de VHL. Alors là, sur le schéma, donc, on voit les ronds noirs, c'est les tumeurs du rein, mais on voit qu'il y a d'autres ronds de couleur qui indiquent les autres risques dans cette maladie, comme les phéochromocytomes, qui sont des tumeurs endocrines de la surrénale, mais aussi des tumeurs du pancréas, et puis des hémangioblastomes, qui sont des petites tumeurs vasculaires bénignes, mais qui nécessitent des prises en charge très particulières, qui peuvent se développer au niveau de la rétine ou du système nerveux central et qui nécessitent des surveillances très spécialisées. Donc on peut identifier des patients avec une maladie de VHL tant par le développement d'un hémangioblastome que parfois par une tumeur du rein au départ. Il y a une autre prédisposition qui est la leiomyomatose cutanée utérine. Et là, certes, il y a un risque de tumeur du rein et une surveillance spécifique pour les tumeurs du rein, mais ça nécessite aussi des surveillances dermatologiques et gynécologiques. Donc finalement, on peut ouvrir sur des surveillances qui sont très différentes des surveillances urologiques. Et puis une dernière, le syndrome de Burtock-Dubé, qui là va associer des risques de pneumothorax, de lésions cutanées et de cancer du rein. Et donc voilà, du coup, on va réorienter des fois le patient finalement vers d'autres spécialistes d'organes pour son suivi. C'est pour ça que ça dépasse le cadre purement de l'intérêt familial. Avec effectivement la possibilité aussi de dépister d'autres atteintes sur d'autres organes. L'idée étant toujours que plus on peut mettre en place des surveillances adaptées aux risques connus, plus on va dépister précocement, et que ce soit pour le cancer du rein ou pour les autres lésions, être dans une prise en charge optimale. Alors, je vous ai parlé de 3, mais vous voyez que les prédispositions au cancer du rein, plus les années passent, plus on découvre des gènes de prédisposition, et chacun va avoir sa particularité en termes de risque et en termes de surveillance. Vous êtes un peu comme les anatomopathologistes avec les sous-types. Alors là, c'est les gènes en cause sous-jacents, mais oui, effectivement, ça se multiplie, et donc chacun, voilà, il y en a pas mal qui vont avoir des surveillances dermatologiques notamment. Certains sont rares, hein, mais ça nous permet
de mieux connaître et de mieux orienter. Alors, de manière très pratique, en oncogénétique, on reçoit toujours en consultation dans un premier temps le patient qu'on appelle le cas index. Donc là, ça sera vous. C'est-à-dire le patient qui a une atteinte évocatrice chez lequel on suspecte ce facteur génétique parce qu'il a une forme précoce, parce qu'il a une atteinte et des antécédents familiaux, parce qu'il a une atteinte rénale et d'autres lésions. Et on va avoir une consultation un peu longue où on va retracer votre histoire, on va retracer un arbre généalogique assez complet, en tout cas avec les éléments dont vous disposez. Et puis ensuite, vous expliquez les hypothèses par rapport à quel gène on peut envisager comme étant en cause chez vous et initier du coup une analyse génétique. Alors ça nécessite toujours une analyse génétique, une information préalable, c'est ce qu'on fait en consultation, un consentement, ça c'est la loi, donc il faut signer un consentement. Et puis ensuite, on travaille en général à partir d'un prélèvement sanguin, puisque votre patrimoine génétique, finalement, c'est le même partout dans votre organisme, et par facilité, on a l'habitude de travailler sur les prélèvements sanguins. Ça nécessite un temps un petit peu long, ça a tendance un peu à s'améliorer, mais c'est quand même plusieurs mois, parce que les techniques de génétique nécessitent du temps. Et puis, on va aujourd'hui, avant, on analysait un gène à la fois, voire des fois même des morceaux de gènes partiellement. Et maintenant, on analyse ce qu'on appelle un panel, c'est-à-dire dans le même temps plusieurs gènes pour avoir une réponse plus précise. Alors, ça, c'est donc les arbres qu'on peut tracer. Alors, voilà, moi, je ne fais pas de dessin de rein, mais je trace des arbres tous les jours. Et donc voilà une grande famille. Et donc du coup, le cas index, c'est celui qui est indiqué par la flèche rouge et chez lequel il y a eu plusieurs lésions et chez qui on a identifié une mutation. Alors, juste schématiquement, un gène, c'est un texte. Et ce qu'on cherche, nous, on dit c'est une faute d'orthographe. Et on a tous les mêmes gènes, donc on a tous le même texte, mais on a aussi tous des variations de l'orthographe, mais on cherche vraiment une faute d'orthographe. Alors, peut-être il y en aura une chez vous, je ne sais pas, mais il y en a aussi chez moi, on en a tous. Donc, là, mais pas tous sur les mêmes gènes et on n'est pas tous prédisposés aux mêmes choses. Donc, chez vous, on se reverra pour le résultat, qu'on ait trouvé ou pas. Je vous rendrai votre résultat et, si nécessaire, on mettra en place un suivi adapté s'il y avait d'autres suivis nécessaires. Et puis, on discutera de comment transmettre l'information dans votre famille, parce que c'est un élément important, cette dimension familiale. Alors ensuite, pour vos apparentés, donc là, par exemple, c'était pour les nièces du cas index qui vont bien, dont finalement la maman était aussi atteinte. Là, il y a donc un risque. Et donc là, il y a une consultation qui peut être proposée à ces personnes qui vont bien pour expliquer le mode de transmission, les risques associés, le risque de 50% d'être porteur, par exemple, les risques associés au fait d'être porteur et les surveillances, et puis initier, du coup, un test génétique ciblé qui, là, va être plus rapide, puisqu'on sait ce qu'on cherche, c'est toujours la même altération dans une famille. Pareil, donc il y a un petit temps d'analyse, et puis on se revoit pour le résultat. Alors, toute cette démarche, dans le cadre du cancer du rein, il faut savoir qu'il y a un réseau national qui est labellisé par l'INCa, qui s'appelle le centre PREDIR, pour prédisposition héréditaire aux tumeurs rénales. Il y a un centre national et nous, on est un des centres de compétences au CHU de Bordeaux. Et donc, on a du coup des réunions pluridisciplinaires avec les urologues, les radiologues, les dermatologues, les pneumologues parfois aussi, pour toutes ces prédispositions. Et le centre national établit des fiches de recommandations de suivi qui évoluent avec les connaissances. Et donc, on est sur des pathologies qui sont quand même assez rares, puisque actuellement, dans le réseau national, sont répertoriés un peu plus de 2000 patients, donc majoritairement des patients avec une maladie de VHL, mais il y a les autres prédispositions aussi. Et puis, il est intéressant de savoir qu'il y a des associations de patients aussi dans ce cadre de prédisposition. Alors, j'ai mis l'association VHL, qui est une grosse association internationale avec une antenne en France, mais il y a d'autres associations de patients. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on est tenu d'informer les patients aussi, que du coup, voilà, il peut y avoir un intérêt aussi à se rapprocher parfois des associations. Très bien, merci beaucoup Julie. Du coup, la consultation sera vraisemblablement plus rapide parce que là, vous savez tout. Mais ça va être très intéressant, je suis sûre. Et juste peut-être un point quand même, parce que pour rappeler qu'effectivement, en gros, c'est entre 3 et 5% des tumeurs du rein qui sont en lien avec une prédisposition héréditaire, donc c'est quand même une très faible proportion. Et dans notre expérience, je ne me souviens plus exactement le pourcentage, mais à partir du moment où on a, entre parenthèses, ciblé un patient qui pourrait prétendre à une consultation d'oncogénétique rénale, on était autour de 15%. C'est ce que j'avais en tête, 17%, effectivement, de diagnostic au final d'une prédisposition héréditaire. Donc vous voyez, c'est quand même aussi des situations qui ne sont pas très très fréquentes, parce que
les gens à qui on propose de rentrer dans ce schéma-là de consultation oncogénétique rénale, c'est des gens qui sont quand même extrêmement sélectionnés, donc vous, sur l'âge et sur l'antécédent familial. Et malgré tout, chez cette population extrêmement sélectionnée, vous voyez, au final, il n'y en a que 15 à 17% chez qui on va trouver une prédisposition héréditaire. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas Julie pour toutes ces explications. Et Christelle, tu avais une question parce qu'on arrive à la fin de notre épisode sur le. Oui, je pensais. Donc là, on a vu donc effectivement le geste chirurgical, et après, on se dit qu'est-ce qui va se passer après en fait pour le patient du coup. Est-ce qu'il va être surveillé? Est-ce qu'il va voilà, donc c'est quand même peut-être on peut conclure là-dessus. Tout à fait, ça fait le lien d'ailleurs avec les résultats de recherche de prédisposition, parce que cette surveillance-là, elle va être impactée par le résultat de la consultation oncogénétique, c'est-à-dire que si quelque chose est trouvé, eh bien ça va impacter les recommandations donc de surveillance. Voilà, ben je pense qu'on a clôturé ce deuxième épisode. Merci beaucoup à vous toutes, parce que là j'étais isolé, j'étais tout seul sur ce plateau pour la jante masculine. Et on se retrouvera donc avec plaisir pour un troisième épisode. Parfait, merci.